On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Parlons de la bataille de Saint-Luc, le vieux Saint-Luc. Marie Tremblay représente l'équipe Alain Laplante. Le gros enjeu de cette élection-là, c'est l'avenir des golfs, le golf de la mairie, le golf des légendes. Les positions sont différentes et campées. Et il y a le conseiller sortant qui est là depuis plusieurs mandats, qui cette fois-ci passe d'indépendant à l'équipe de Mme Bouchard. Et je parle ici de Marco Savard. Élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on s'arrête dans le district numéro 8, le vieux Saint-Luc, avec le conseiller sortant, Marco Savard, qui sollicite un énième mandat. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. 5, 6, 7. On est rendu à combien? 5, là. On sollicite la 5e. 5e. Oui, oui. C'est beaucoup d'élections en arrière de la cravate. Parfois indépendant, parfois en équipe. Exact. Là, cette fois-ci, vous revenez en équipe, mais avec Mme Bouchard, vous étiez indépendant en 2017. Pourquoi se représenter à nouveau? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans ce district-là? Beaucoup à faire. Vous savez que dans un district, c'est chaque préoccupation des citoyens nous amène toujours à évoluer dans les demandes de ces citoyens-là. On s'entend, exemple, sur certains points que... Je donne un exemple, les pistes cyclables. Là, 10 ans, on ne retrouvait pas de demande à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans mes rencontres citoyennes avec mon porte-à-porte, majoritairement, toutes les gens me font part, on aimerait avoir des lieux sécuritaires pour soit les marchés, puis des adeptes de nouveaux sports comme les marathons ou des coureurs, puis des cyclistes, d'avoir des accès sécuritaires dans mon secteur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très c'est fermé, mon secteur, entre autres. Là. Fait que à chaque mandat, on revient toujours avec une nouvelle conquête de préoccupations aux citoyens. Puis il reste des préoccupations qui n'ont pas été réalisées encore. Donc, pour vous, c'est ce qui vous motive à revenir à nouveau? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le feu est encore là, puis je pense que pour le bien-être, le bien-être de Saint-Jean puis des citoyens de mon district, on doit accomplir ce qu'on mentionnait à nos porte-à-porte, à nos rencontres citoyennes. Tant que ces objectifs-là ne seront pas comblés, de ma part, je vais continuer à persévérer dans ce domaine-là. Bon, vous étiez indépendant en 2017, cette fois-ci avec Mme Bouchard. Pourquoi? Bien, Madame, c'est sûr que le contexte, par rapport au contexte actuel du sein du conseil municipal, Mme Bouchard, elle a une force que, sur le côté de rassembleuse, elle a un bon leadership, elle est capable aussi de ramener, si on veut, l'ordre au sein du conseil municipal, entre autres avec les anciens conseillers qui se présentent comme moi dans son équipe comme candidat indépendant, les 8 nouveaux candidats aussi qui se présentent, qui ont tous une force chacune pour les compétences. Puis Mme Bouchard, elle a justement cette force-là. Aux dernières élections, je m'étais présenté comme indépendant. Je croyais encore que c'était un conseil municipal de transition. Donc, on est rendu à une autre étape. Je pense que ce conseil-là devrait être encore plus actif puis plus avantageux pour les citoyens de Saint-Jean. Qu'est-ce qui fait qu'en 2017, Jean Fontaine, Mélanie Dufresne, qui étaient tous les deux indépendants, et vous-même, avez accordé une chance au maire pour lui permettre d'avoir une majorité et gérer le conseil? Par contre, vous lui avez tiré le tapis 3 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé en début de mandat? Je ne pourrais pas dire qui a tiré le tapis, là, parce qu'il faut comprendre une affaire, c'est que en étant indépendant, il faut quand même donner la chance aux coureurs. Ce qui s'est produit, dans mon cas, avec M. Laplante. Au bout du 4e mois, un et l'autre faisaient face à un mur. Pour la situation suivante, ce qui me concerne, c'est que majoritairement, à chaque fois que j'ai expliqué à M. Laplante, tu ne peux pas agir comme ça avec les employés. Tu dois respecter les employés de la ville. Moi, j'ai toujours travaillé depuis 16 ans avec un respect, puis je me fais aussi respecter. Donc, c'est qu'une organisation comme ça, si tu négliges un peu la façon de faire, la formule municipale, tu fais face constamment à un mur. Puis c'est ce qui s'est produit durant les 3 dernières années, je vous dirais. Bon. Parlons des golfs. Oui. Golf de la mairie, golf des légendes, qui est toujours opérationnel. Les propriétaires ont dit qu'elle allait le fermer cet automne, quoique des rumeurs qui circulaient cet été comme quoi qu'il allait peut-être rester ouvert dans une autre formule. On ne sait pas trop. Exact. Le propriétaire ou les propriétaires ont tenu des assemblées citoyennes au printemps. Ils en ont fait le bilan. Ils veulent forcer le jeu. Ils veulent que ça devienne un enjeu. Ils s'impatientent devant ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. L'équipe Laplante dit, nous autres, si on est élus, Mme Tremblay, là, votre adversaire, il n'y en a pas. On ne touche pas au dézonage. C'est un golf ou rien du tout, puis tant pis, c'est ça la vie. Vous démontrez une forme d'ouverture, mais en même temps une forme d'impatience aussi. Expliquez-nous un peu votre position au niveau des golfs. Bien, il faut comprendre que dans tout le pourtour des 2 golfs, entre autres le golf de la mairie, le golf de la légende, j'ai près de 444 citoyens qui s'opposeraient à tout projet de demande de modification de changement de zonage.
Qui fait donc automatiquement, s'il y aurait un promoteur qui ferait cette demande-là, serait possiblement d'aller directement au registre. Donc, ça serait complètement annulé. Cependant, qu'est-ce qui se produit, puis c'est ce que j'entends, les citoyens de mon secteur, eux, veulent savoir ce qui se produit de ces espaces-là, l'avenir de ces espaces-là, qui comprennent les milieux humides, les boisés, les états naturels. Est-ce qu'en tant que citoyen, on pourrait l'utiliser à l'année? Ce qui fait que dans ma position, c'est d'être partial puis de dire, bon, d'un côté, si on trouve une façon quelconque de trouver un compromis entre l'acceptabilité sociale, entre autres, en bonifiant nos espaces verts, puis entre-temps, est-ce qu'on est en mesure d'accepter des projets domiciliaires, tout dépendant évidemment de la densification, ça peut être une ouverture. Mais le problème que j'ai, c'est pour ça que je suis toujours pris et mitigé en deux situations. Les écoles actuellement dans mon secteur sont remplies. Les garderies, ça va jusqu'à 2 ans d'attente. Donc, il faut arriver avec un projet résidentiel qui va cohabiter avec tout l'ensemble des besoins des citoyens. Mais le projet là, qui a été un peu amené là, par la famille Morin, là, avec le nombre de portes, le fait de protéger d'à peu près 30 mètres les résidences, de peut-être avoir un parc nature pour la ville en échange et tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un terrain pour discuter, pour argumenter, pour négocier, ou si pour vous, il y a encore des affaires qui clochent dans le projet? Il y a encore des affaires qui clochent dans ce projet-là. Quand on parle, moi, à ma vision à moi, la bonification des espaces verts, puis ça, il faut bien comprendre un enjeu, là. Maintenant, dans la perception des gens, autant la mienne, l'espace vert vaut plus cher que le développement résidentiel, à les yeux de l'ensemble des citoyens de mon secteur. Quand on propose un compromis, il faut que ça soit équitable. Donc, si, exemple, vous avez 6 millions de pieds carrés, dans certains cas, vous n'en cédez qu'un tiers du volume, qui est déjà dans la régie, dans la réglementation obligatoire de la Ville, ce n'est pas un compromis. Pour moi, un compromis, c'est d'avoir un échange convenable pour vraiment bonifier nos espaces verts. Les zones golf sont zonées golf, ne peuvent pas être développées à part que golf. Donc, c'est le propriétaire doit faire une entente, puis pour arriver à trouver un échange intéressant. S'il n'y a pas d'échange intéressant, pas de projet. C'est pas plus compliqué que ça, à mon idée à moi. Puis ensuite, suite à ça, si c'est le promoteur, c'est sa rentabilité à lui comme projet, c'est de savoir si c'est son problème, c'est sa business à lui, c'est pas la business de la ville, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que les promoteurs ont bien fait de parler directement aux citoyens le printemps passé? D'après moi, non, parce que ça fait plus de confusion. Parce qu'une consultation, la consultation qui était faite par 3 phases par les propriétaires, les promoteurs, et non une consultation publique légale. C'est une consultation d'information. Nous, les citoyens de Saint-Jean, ce qu'on s'attend, c'est une vraie consultation attendue, évidemment, orchestrée, si on veut, par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour justement voir qu'est-ce qu'on fait de cet avenir-là, avec des scénarios. Ce qui n'a pas été le cas. Eux ont proposé leur scénario, mais ils n'ont jamais pris en considération le scénario de l'ensemble des 12 millions de pieds carrés. Donc, c'est notre priorité, l'équipe André Bouchard, de voir à réaliser une consultation publique. Et que pensez-vous de la récente sortie publique des promoteurs? Jeudi, le 7 octobre dernier, on a envoyé un communiqué, d'ailleurs pas à tous les médias, on a même oublié des médias locaux. Et qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position-là? Il y a eu un article dans la presse en fin de semaine. Vous avez même commenté là-dessus. Là, vous en pensez quoi de cette récente sortie des promoteurs? Bien, je pense que c'est une maladresse. C'est pas un bon moment en pleine campagne. C'est devenu malheureusement un enjeu électoral. Malheureusement, dans une situation comme ces espaces-là qui sont disponibles, si on veut, ça devrait être plutôt un enjeu d'avenir pour les citoyens. Eux auraient dû prendre le temps d'analyser, puis d'attendre les élections municipales, puis voir qu'est-ce qu'on s'attend du reste. Parce que majoritairement, tous mes citoyens ne sont pas en désaccord avec tout projet. C'est un peu le même projet, exemple que je peux citer. Ouais. Acceptabilité sociale, ça commence si mes citoyens il n'y a plus le projet, là. Bon. Je me mets dans la peau là, du citoyen là, qui habite le district numéro 8. Moi, il se dit, si je vote le tandem Alain Laplante, Marie Tremblay, les golfs, ils ne touchent pas. Il n'y en a pas de dézonage. Si je vote pour le tandem André Bouchard, Marco Savard, ça se peut qu'il y ait un dézonage, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas non plus ou qu'il y en ait partiellement. Donc, je reviens encore à cette question-là. Pour l'électeur, il se dit, si je vote d'un bord, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Oui. Si je vote de l'autre bord, qu'est-ce que j'ai? Bien, si les gens veulent avoir des espaces verts à l'année, bien là, il y a un compromis à faire. C'est définitif qu'il y a possiblement un projet résidentiel qui va peut-être se réaliser. Mais encore là, si les citoyens sont en désaccord, il n'y aura rien. S'il ne reste rien, ça va devenir un enjeu encore électoral aux prochaines élections parce que ça va devenir un statu quo. Qu'est-ce qu'on se fait de ces espaces verts-là? Donc, on ne les remet pas à la collectivité. Le but premier, c'est de savoir si on est capable d'en remettre au maximum possible à la collectivité du secteur de mon district.
en même temps, puis ça avantage Donc, aussi pour d'autres vous, secteurs. il faut qu'il y ait un levier avec les promoteurs pour tenter d'aller chercher un parc nature. Définitivement, parce que sinon, il faut l'acquérir aussi. Sinon, vous là. n'êtes pas là. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Là. Fait que s'il n'y a pas d'entente, autrement dit, entre les citoyens, la ville et le promoteur, il n'y en aura pas de projet. Ça, c'est définitif. Puis le gars de la mairie, lui, l'ancien gars de C'est la le mairie. même principe. Ça va en soi, ça. C'est la même affaire. Ben moi, je considère les 12 millions de pieds carrés dans cette zone-là doivent tout être évalués pour l'avenir pour notre avenir. À part les golfs, Oui. c'est quoi les autres enjeux? La passerelle? Le dossier de la passerelle, c'est un peu le même principe. On va retourner encore sur le dossier des golfs. La passerelle, il y a un début des travaux qui ont été amorcés, entre autres avec Mais là, c'est l'enfouissement même pas des au fils. PTI. Là, c'est pas Pardon? au PTI pour les 3 prochaines années. Non, on ne l'a pas mis au PTI parce que la raison suivante, c'est que la passerelle, il faut qu'elle elle vienne atterrir, si on veut, sur le golf de la mairie. Oui. Donc, tant qu'on n'a pas de cette consultation-là, puis encore là, il faut comprendre que le terrain de la mairie ne nous appartient pas. Fait qu'on vient y installer des assises majeures, parce qu'il faut comprendre que c'est tout en béton, possiblement, cette assise-là. Il faut parler avec les propriétaires. Mais quand on veut protéger tous les golfs, il faut être cohérent. La passerelle s'en va là. Donc, il faut avoir une cohérence dans notre dialogue. La passerelle s'en vient, on a déjà amorcé 1,1 million de frais d'enfouissement des fils. À cette heure, il faut parler avec le propriétaire des golfs. Laisse-tu le droit de, si on veut, s'installer sur ses terrains, lui? Bon. OK. Et les autres enjeux? Bien, circulation, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, entre autres, de plus en plus sur le boulevard Saint-Luc, et on sait que c'est un artère assez convoité. J'ai beaucoup de problématiques de circulation dans mes petits secteurs de rue locale. Je veux travailler avec des interventions pour réduire la vitesse à certains endroits, du moins en mesure du possible, et aussi d'amener la circulation locale aux locaux. Là, actuellement, vous connaissez la saga de la rue Savard. C'est un peu partout des gens du boulevard Saint-Luc, des gens de Bernier l'utilisent. C'est un chemin de contournement transit qui fait que ça amène l'achalandage dans tout mon secteur. Vous n'aviez pas parlé à un moment donné aussi de refaire l'intersection Bernier, Moreau, boulevard Saint-Luc? Là? Oui, ça, on a Il y a le justement, Shell, là. à la dernière Assemblée publique, déposé une résolution de demande au ministère du Transport pour voir élargir, si on veut, cette intersection-là par rapport aux problèmes de circulation et aussi d'y insérer une piste cyclable. Justement, ces travaux-là vont être connexes, évidemment, à l'urbanisation de Bernier. Marco Savard, merci beaucoup. Plaisir, M. Latour. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Merci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, une petite Macédoine? Absolument, avec non pas l'influenceur joannais, mais l'informateur joannais William Julien. Il n'est pas en campagne électorale, lui? Peut-être. Manquez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Élection municipale, 7 novembre, Saint-Jean-sur-Richelieu, tournée d'entrevues avec les candidats et candidates dans les quartiers. Aujourd'hui, on s'arrête dans le district numéro 8, le vieux Saint-Luc, avec la candidate de l'équipe Alain Laplante, Marie Tremblay. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Expliquez-nous d'abord vos motivations à faire de la politique. En fait, comme vous savez très bien, ça fait déjà quelques années que je m'impliquais sur la scène municipale, en fait, au sein du mouvement écologique du Richelieu. Donc, je me suis impliquée à titre, finalement, d'environnementaliste. J'ai un baccalauréat en urbanisme, en fait, qui m'a amené à aller voir ce qui se passait aux séances du Conseil en 2013. À l'époque, c'était l'adoption de la politique de l'arbre. Oui. Puis, de fil en aiguille, je suis devenue présidente de l'organisme, puis j'ai représenté l'organisme au Comité environnement développement durable. Et malgré toutes les implications citoyennes que je faisais ou que les gens faisaient, les représentations en séance du Conseil qui pouvaient être faites auprès des élus, on ne trouve pas nécessairement l'écho. On ne trouve pas l'écoute, puis on ne trouve pas la cohérence environnementale dont une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu a vraiment besoin. Donc, je me suis dit, si je veux avoir une voix autour de la table, il faut que je sois présente moi-même. Donc, ça passe par l'action politique. Exactement.
Pourquoi avoir fait le choix de se présenter en équipe et de le faire avec l'équipe Alain Laplante? Alain Laplante, je l'ai rencontré justement autour de 2013-2014 parce que lui-même, il a toujours été très présent aux séances du conseil municipal. Il a toujours eu, en fait, un dévouement pour sa ville. Puis, en fait, il a toujours porté aussi la cause environnementale. Donc, c'était logique de faire équipe avec lui puis avec les autres candidats pour défendre la cause environnementale puis défendre, en fait, notre ville pour un développement durable ou une qualité de vie pour les citoyens digne du presque 100 000 habitants qu'on est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Évidemment, le gros enjeu, qui est, oui, dans votre quartier, mais même à la grandeur de la ville, tout le monde parle de l'avenir des golfs. Dans le cas du golf dans Saint-Eugène, le golf va bien, puis on ne parle plus de projet. Dans votre district, il y a l'ancien golf de la mairie, qui était le 9 trous, le tout petit. Et il y a le golf des légendes, dont les propriétaires ont annoncé au printemps qu'il allait fermer cet automne et que c'était terminé. Et qu'ultimement, on allait présenter quelque chose aux citoyens. Ce qu'on a fait au printemps, c'était pas une convocation, disons, citoyenne avec la ville, mais bien indépendante, organisée par les promoteurs. La position de l'équipe Alain Laplante est très claire. Nous, on dit, il n'y en a pas de dézonage, ça reste tel quel. C'est le golf ou rien du tout. Expliquez-nous un peu pourquoi vous y allez de cette position-là. En fait, l'étalement urbain, c'est prouvé que éventuellement ou très rapidement, c'est plus coûteux pour les contribuables de perpétuer cette façon de faire la ville. Ensuite de ça, au niveau des milieux naturels aussi, il y a un enjeu. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on a très peu de milieux naturels. On a quasiment tout déboisé déjà. Donc, au niveau des boisés, des terres agricoles aussi, il y a énormément de spéculation foncière sur ces terrains-là. Donc, les golfs représentent une opportunité, en fait, de reboiser, de requalifier le site en grand parc régional, un peu comme celui du parc Michel-Chartrand à Longueuil, dans l'intérêt collectif, au bénéfice de la population. Mais, juste que je comprenne bien, disons que vous êtes élu, vous êtes majoritaire et tout ça, on dit aux promoteurs, désolé, vous l'opérez en golf, là, ils disent, ouais, mais nous autres, on va le fermer. Est-ce que pour vous, c'est dommageable pour les citoyens, les riverains, de voir un terrain qui finalement la friche va pousser, je veux dire, il ne sera pas entretenu? Est-ce que pour vous, c'est dommageable? En fait, c'est sûr qu'il y a une habitude qui a été créée d'un terrain très, très bien entretenu pour les résidents riverains. Mais sur l'ensemble de la collectivité, si la nature reprenait ses droits dans ces sites-là, parce que, par exemple, c'était long d'avoir une entente avec le propriétaire pour vendre à la municipalité, mais ce serait seulement bénéfique, finalement, pour la biodiversité, autant au niveau animal que des plantes. Puis même pour les services écosystémiques, qu'au niveau de la filtration du carbone, au niveau de la régulation de la température, de l'absorption de l'eau par le sol, on aurait quand même des services rendus qui, actuellement, ne sont pas nécessairement comptabilisés au niveau financier, mais qui représentent un gain fiscal également, un coût d'épargne en santé, un coût d'épargne pour mais est-ce que vous croyez ultimement que... Parce que le maire sortant avait déjà évoqué ça, de dire, écoutez, si la famille Morin veut le vendre à la valeur golf, nous, la ville, on est prêt à l'acheter. Bon, est-ce que vous êtes toujours de cet avis-là? Et si oui, on fait quoi avec? Oui, effectivement. Pour nous, c'est clair que le golf, dans son entièreté, c'est opéré tel un golf ou finalement rapatrié dans les actifs de la municipalité. Si ça pouvait être rapatrié justement comme étant un parc régional au bénéfice de la collectivité, on pourrait perpétuer finalement l'usage. Comme à l'hiver, il y a déjà beaucoup de personnes qui vont faire du ski de fond, de la raquette. On pourrait avoir des pistes cyclables, connecter notre ville davantage. Là. Et si le propriétaire dit, je suis désolé, je vous le vends pas, je clôture ça partout, puis il n'y a personne qui va toucher à ce terrain-là, qu'est-ce qui arrive? C'est son droit. Ultimement, c'est son droit. Puis il dit, j'attends 4 ans, 8 ans, 12 ans, qu'il se passe de quoi, puis que je puisse faire mon projet, disons. C'est un risque aussi pour lui dans la mesure où est-ce que la pression sur les golfs, c'est pas juste à Saint-Jean. Il y en a aussi une pression à Mascouche, Terrebonne, Candiac. Ouais. Puis de plus en plus, les élus sont conscientisés les élus puis les candidats, finalement, sont conscientisés aux enjeux environnementaux. On parle des changements climatiques c'est aujourd'hui, là, c'est pas dans 10 ans. Là. On est déjà en train de vivre ces transformations climatiques-là au niveau, par exemple, des sécheresses puis des canicules. Puis ces épisodes-là qu'on vit vont faire en sorte que les élus vont probablement être
tous beaucoup plus sensibles à cette cause-là. Et éventuellement, le provincial va probablement également nous donner des outils aux municipalités qui, justement, leur assiette fiscale passe par le développement. Mais il y a une révision qui se doit d'être faite également au niveau provincial à cet égard-là. On dit souvent que c'est zoné golf, mais dans les faits, c'est zoné récréatif. C'est très hypothétique, mais est-ce que demain matin, le propriétaire pourrait dire, OK, vous voulez pas que j'opère un golf, je vais faire un terrain de camping, je vais faire une piste de karting. Ultimement, est-ce que c'est ça que les citoyens voudraient en arrière de chez eux? Je ne suis pas sûr non plus, non? Mais tantôt, vous avez évoqué un peu qu'est-ce qui s'est passé ce printemps, les consultations qui ont été menées par le promoteur. Puis, au niveau de ces consultations-là, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup une tactique de séduction pour les riverains, pour avoir l'acceptabilité sociale. Puis, d'un autre côté, il y avait beaucoup la menace. C'était beaucoup une technique de bâton puis de carotte, finalement. Là. C'était même pas caché ou camouflé. Mais c'est ça. Effectivement, des scénarios hypothétiques, on peut en imaginer tout plein. Ensuite de ça, par exemple, si c'était du karting, bien, les municipalités ou Saint-Jean, on a une réglementation sur le bruit. Bon, on vient de vivre le chantier, mais ça reste qu'on peut intervenir, on a des outils, puis c'est ce qu'on va faire si jamais. Bon, vos adversaires, eux, disent, nous, on est ouvert à négocier avec le promoteur en autant que les citoyens sont d'accord et que là-dedans, on se négocie un parc nature. Est-ce que pour vous, ça ne serait pas une solution de dire, écoutez, on va y laisser bâtir, je ne sais pas moi, 200 maisons qui ne dérangeront pas personne parce qu'ils vont être loin, on ne les verra pas, puis en contrepartie, il va nous céder un terrain sur lequel on va se faire un parc nature. C'est pas, pour vous, un compromis acceptable? Non, c'est le classique. On coupe la tarte, mais moi, d'après ce qu'on a observé dans les dernières années, on l'a déjà fait, ce compromis-là. On l'a fait en détruisant Douglas, par exemple, qui était finalement un milieu beaucoup plus riche que le golf. Le golf, c'est une opportunité. Quand on regarde les plans, quand on regarde finalement nos taux de conservation, qui grandes villes sont autour de 6 zone blanche, on est à 1,6 quand on parle d'objectifs de conservation de 17 voire 30 pour 2030, c'est un non-sens. Le compromis a été fait. Il a manqué sa fenêtre d'opportunité alors que les valeurs étaient celles du développement, de l'étalement urbain. Aujourd'hui, il faut faire les choses différemment. Puis, malheureusement, il n'y a pas de garantie à investir en achetant des terrains. Ça a souvent été vu comme ça. Mais à un moment donné, il y a une fin aussi. Mais il n'y a pas un levier, en quelque part, de se dire... Parce qu'il faut que la ville, il faut que le conseil soit d'accord, il faut que les citoyens soient d'accord, sinon ils vont s'objecter via le registre. Mais le rôle de la ville, le rôle de municipalité, des élus municipaux, c'est de voir à l'intérêt collectif. Puis l'intérêt collectif, actuellement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est de reboiser, c'est de s'assurer d'avoir une résilience face au changement climatique. Et non pas d'avoir des nouvelles maisons. Et non pas d'avoir des nouvelles maisons. Effectivement. Bon. Qu'en est-il de la problématique des écoles? Parce qu'encore là, on parle de la mairie, on parle des légendes, mais il y a aussi l'autre bout là, qui est en train de se développer, là, les terres à boucher qu'on appelait, qui amènent plus de maisons, donc forcément plus de jeunes à fréquenter les écoles aussi. Il y a encore une problématique de desserte scolaire là, à Saint-Luc. Effectivement. Donc, si j'étais élue, rapidement, je vais prendre contact avec la commission scolaire puis voir en fait comment ça fonctionne au niveau organisationnel pour avoir des rencontres rapidement, pour faire un agrandissement de l'école. Consolider notre pôle finalement institutionnel qui est là avec la bibliothèque, les 2 installations pour justement réussir à desservir nos citoyens qui finalement sont déjà à proximité. Bon, le fameux projet de passerelle pour relier les 2 Saint-Luc dont on parle depuis une vingtaine d'années, il y a eu des travaux préparatoires, subventions d'Hydro-Québec pour l'enfouissement des fils, mais là, c'est même pas inscrit au triennal. Alors, le terrain appartient pas à la ville non plus, qui est l'ancien golf de la mairie. Donc, pour vous, est-ce que la passerelle est encore un investissement qu'on se doit de faire pour relier les 2 Saint-Luc? On se doit d'assurer une connectivité cyclable pour désenclaver le secteur Saint-Luc. Honnêtement, on est en campagne électorale. Dans mon porte-à-porte, je vous dirais qu'il y a à peu près une famille sur 2 qui me pointe la voiture avec un rack à vélo qui me dit qu'ils veulent faire du vélo, mais c'est inaccessible à partir de Saint-Luc de façon sécuritaire, que ce soit le chemin Saint-André, le viaduc ou les grands détours par le chemin Bernier. Donc, effectivement, une passerelle ou un lien cyclable sécuritaire est nécessaire, d'autant plus que si finalement le cinéma Guzzo ouvre, nos jeunes, un jour, effectivement. Peut-être cette année. Ouais. Mais s'il finit par ouvrir, bien, nos jeunes qui n'ont pas le permis de conduire, un groupe d'adolescents qui décident d'être téméraires, de passer sur le viaduc, ce qui se fait déjà. Mais est-ce qu'on attend l'accident? Est-ce qu'on attend le drame pour offrir une alternative sécuritaire, pour donner de l'autonomie à nos adolescents? En terminant, pour vous, quels sont les autres enjeux dans le district?
On a parlé de la connectivité du réseau cyclable. Commerce de proximité, en fait, ça serait bien. En fait, il y a des gens qui m'ont parlé qu'on manquait un petit peu de vie de quartier. En fait, j'aimerais ramener finalement des petits cafés, on a le sympathique, que le soir, il y a une vie nocturne un peu, mais autrement, des trucs plus par chez nous, là, qu'on n'aurait pas besoin d'aller ni au 10-30, ni au centre-ville. Un petit quartier, par exemple, aussi en ramenant les fêtes de quartier. À l'époque, il y avait des fêtes nationales au Parc Pierre-Benoît. Les gens s'en ennuient. Ah oui, c'est vrai. Ben, à l'époque de l'ancienne ville de Saint-Luc, là, il y avait beaucoup d'activités au Parc Il y a beaucoup de Pierre-Benoît, nostalgie dans le porte-à-porte à cet égard-là. Donc, j'aimerais ramener, si ça se trouve, une fête estivale ou une fête hivernale. Par exemple, une fête hivernale, ça peut être aussi simple que venez boire un chocolat chaud, rencontrer vos voisins, échanger. Quelque chose de simple, mais d'agréable pour la collectivité. Marie Tremblay, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne chance à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Avis pour les entrepreneurs, les déneigeurs, il y a des dépôts à neige, on peut y aller, mais il y a une nouvelle tarification. On doit acheter des billets également, vous avez les informations à l'écran. Vous désirez m'écrire, me joindre, commentaire, faites-le par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.